Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler rebranding. C'est un moment qui est crucial pour une marque, d'autant que c'est un projet qui peut souvent coûter un peu d'argent, et donc il ne faut pas passer à côté. Pour voir un petit peu justement comment est-ce qu'on mène un rebranding, je suis aujourd'hui avec Charline Graveline, qui est Head of Marketing and Product chez Geolid, et qui est justement passée par là il n'y a pas si longtemps. Bonjour Charline. Salut Axel. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast parce que ça fait un moment qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose ensemble et donc je suis content que ça se concrétise. Ravi aussi. Peut-être en introduction, alors après on parlera de branding, mais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Charline, donc Head of Marketing and Product chez Geolid, qui est une plateforme marketing pour les réseaux d'enseignes. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'ai rejoint Geolid à l'origine pour mettre en place la stratégie marketing et monter l'équipe. Et depuis plusieurs mois, je m'occupe également de la stratégie produit. Du côté de ma formation, mon parcours, moi j'ai toujours, j'ai suivi vraiment une formation marketing. J'ai toujours travaillé dans ce domaine-là, notamment en marketing B2B. J'ai commencé dans le marketing digital au tout début, et puis j'ai évolué vers des postes de responsable marketing chez des éditeurs de logiciels B2B. Donc un parcours assez linéaire, finalement, je veux dire, c'est plus si commun que ça. On en voit pas mal qui changent de tous les côtés, mais c'est cool. Ça me fait rire quand tu dis marketing digital parce que c'est le terme qu'on utilise encore un petit peu aujourd'hui, comme si on pouvait se dissocier le digital du marketing aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit vraiment Ouais, tout toujours, à fait. toujours la meilleure façon de le dire. Mais du coup aujourd'hui, donc, on va parler, donc je le disais, rebranding. Donc c'est quelque chose que vous avez fait moyennement, je veux dire récemment, tout à fait si récemment que ça, mais il n'y a pas si longtemps chez Geolid. Est-ce que déjà tu peux me donner un petit peu le contexte dans lequel vous avez pris cette décision, à quel enjeu ça répondait? Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il suffit que le CEO il aime plus le logo et puis il va vouloir qu'on rebrande tout, ou alors t'as des nouveaux CMO qui vont prendre leur poste et puis le premier truc qu'ils veulent faire c'est refondre le site internet et l'achat graphique. Mais en fait un rebranding ça répond quand même à des enjeux normalement. Ouais, tout à fait. Moi, en fait, déjà, quand j'ai rejoint Geolid, je suis arrivée puisque l'entreprise souhaitait accélérer la commercialisation de sa plateforme SaaS. Et du coup, comme je le disais juste avant, je venais de ce milieu du logiciel. L'entreprise Geolid, elle a bientôt, elle a même maintenant 16 ans. À l'origine, c'était une agence qui créait des sites internet et qui mettait en place des campagnes médias pour des marques locales et des réseaux commerciaux, comme des réseaux de franchise, par exemple. Et c'est de cet accompagnement qu'est né le projet de lancer une plateforme, qui est né du coup en 2018. Et au fil des années, cette plateforme est devenue un outil beaucoup plus complet, qui est venu proposer en fait une vraie offre, une vraie solution pour centraliser les outils marketing et accompagner les réseaux d'enseignes dans leur stratégie de marketing locale. Et du coup, moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, Geolid était encore dans un entre-deux entre son premier métier d'agence et celui d'éditeur de plateforme SaaS. Et ça se ressentait en interne, à la fois dans les termes employés. Par exemple, on parlait de directeur clientèle et pas encore d'équipe Customer Success. La cible était
pas très clair puisqu'on était encore entre un ciblage de marques indépendantes, mais aussi de réseaux d'enseignes. Donc tout ça découlait générait un positionnement peu clair, des messages qui n'étaient pas non plus très très clairs, et ça se ressentait sur les demandes d'informations qu'on avait sur le site internet, puisque on avait des demandes qui reflétaient pas l'activité de l'entreprise. Donc tout ça fait que ça manquait un peu de clarté, qu'il y avait besoin de remettre tout ça au clair. Et à ce même moment, du coup, quelques mois après que je sois arrivée, il y a une nouvelle gouvernance qui s'est mise en place avec la nomination de notre CEO actuel, Frédéric Didier. Et ça a été le déclencheur, puisque on avait identifié un peu tous ces enjeux, et là, lui, il a mis en place une nouvelle stratégie d'entreprise. On a repensé tout le positionnement, on va y revenir, mais tous les éléments clés et les fondamentaux de la marque. Et là, en fait, le rebranding, il s'est imposé comme étant nécessaire. Pour nous, l'idée, c'était à la fois de venir affirmer notre position sur le marché, de dire voilà, Geolid est une entreprise qui propose une plateforme marketing, ce n'est plus une agence. Donc on a vraiment un enjeu de repositionnement. On avait un enjeu de démarcation vis-à-vis des autres acteurs concurrents. Et puis, comme je disais, l'entreprise, elle a quand même quelques années, donc il y avait aussi cet objectif d'insuffler une nouvelle vitalité en modernisant la charte graphique et en fédérant aussi l'équipe autour de ce projet-là. Donc pas mal d'enjeux en fait qui étaient associés derrière ce projet de rebranding. Ouais, au final, vous étiez vraiment, j'allais dire, à la croisée des chemins, un petit peu pour l'entreprise, où il y a quand même un vrai changement de direction, enfin pas de direction de personne, mais de stratégie d'entreprise en tout cas, et du coup, ça fait sens parce que effectivement, c'est un peu le renouveau, quoi. Il fallait Ouais. produire cette nouvelle image, cette nouvelle stratégie. Ouais, tout à fait. En fait, c'est un peu un enchaînement de pas mal de petites choses qui sont venues, et puis à un moment, on s'est rendu compte que moi, quand je suis arrivée, au début, on m'avait dit: «Voilà, faudra rebosser le site internet, il est, pas très clair, il génère pas assez de leads». Mais en fait, le fond du problème, c'était pas celui-ci, quoi. Hmm. Ok, super intéressant. Bah, tu vois, effectivement, quand on dit que c'est une question d'enjeu stratégique, bah là, on est en plein dedans, quoi. C'est vrai que quand on parle rebranding, tu vois, on imagine tout de suite, enfin on voit grosse boîte, grosse agence, gros budget. Tu vois, je pensais à Decathlon récemment qui a fait Mmh. un gros rebranding. Je n'ose pas imaginer le budget en plus avec les changements d'enseigne dans les magasins. Bref, on n'a pas tous ces moyens-là. Comment est-ce que vous avez opéré ce changement? Comment ça s'est passé chez vous? Du coup, quelles sont les étapes par lesquelles tu passes pour réaliser un rebranding? J'allais dire petit budget, mais budget raisonnable, quoi. Ouais, alors, c'est vrai que nous, on n'est pas Decathlon, donc on a dû, faire des choix. Nous, on a décidé de réaliser à la fois des missions, en interne, et de faire appel aussi à des prestataires externes, et on a utilisé pour ça un collectif de freelance. C'est un modèle qui nous a permis d'accéder à différents experts dans leur domaine, qui nous a permis d'avoir de la flexibilité. En fait, on avait une chef de projet du côté du collectif, qui pilotait notre projet et qui nous a permis de nous mettre en relation avec un brand designer, un web designer, un intégrateur, un expert SEO, un ensemble de compétences qu'on n'avait pas forcément en interne, et qui nous a permis aussi d'aller dans la bonne direction pour notre projet. Donc déjà ça nous a permis aussi de maîtriser notre budget. Et au niveau des étapes, en fait, ce qu'on a commencé, c'est déjà on a fait un gros travail en interne, on a retravaillé notre plateforme de marque. Donc ce document stratégique qui redéfinit un peu toute l'ADN de ta marque. Il y avait beaucoup d'éléments qui avaient changé, les fondamentaux et les piliers de l'entreprise étaient vraiment à repenser. Donc là, moi, j'ai travaillé directement avec le CEO, donc avec Frédéric, pour redéfinir la vision de l'entreprise, redéfinir nos missions, notre proposition de valeur et notre cible. Et ça a été une étape qui a été vraiment hyper structurante, parce que ça nous a permis de poser les bases de cette nouvelle histoire qu'on était en train d'écrire, et de poser cette nouvelle vision stratégique. Et comme je disais, l'idée, c'était aussi d'embarquer notre équipe pour écrire ensemble cette nouvelle histoire. Et donc là, avec l'aide de la RH, j'ai réalisé des ateliers pour demander aux collaborateurs de travailler sur nos valeurs. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a demandé de citer spontanément toutes les valeurs qui étaient incarnées par l'entreprise d'après eux, ce qu'ils ressentaient au quotidien quand ils venaient au bureau, ce qu'ils ressentaient dans les relations qu'on avait entre collaborateurs sur ce que proposait l'entreprise.
Et c'est grâce à ce travail collectif qu'on a pu définir nos valeurs, nos 4 valeurs, et qui sont venus s'inscrire aussi dans notre plateforme de marque. Et c'est sur la base déjà de tout ce travail qu'on a fait en interne, on était au clair sur notre vision, sur tous les éléments fondamentaux, et on a fait rentrer là le collectif de freelance pour travailler ensuite sur le branding. Ok. Au niveau de la plateforme de marque, du coup, c'est vrai qu'il y a des fois, je vais juste rebondir dans le process, parce que du coup, tu dis que tu as travaillé essentiellement en interne, CEO, collaborateur. C'est vrai qu'il y a des fois, enfin, tu sais, il y a ces phrases un petit peu célèbres de la marque, c'est pas ce que toi t'en dis, mais c'est ce qu'on dit de toi. Est-ce que du coup, tu as fait aussi un travail auprès des clients sur la perception qu'ils avaient de la marque, ou c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes passé? Alors en fait, comme je t'ai dit, il y avait cet entre-deux, il y avait cet entre-deux aussi sur la clientèle qu'on avait. Donc c'est vrai qu'on a pris plutôt le parti de viser le marché qu'on ciblait, et de faire un gros travail de benchmark et de voir un petit peu, quels étaient les positionnements de nos concurrents. Là où nous, on avait une valeur, parce que ça par contre, on avait énormément d'insights marché, de la part de nos commerciaux notamment, et c'est plutôt comme ça qu'on est parti sur la vision qu'on avait. Donc on a sollicité l'équipe en interne pour travailler sur notre incarnation en termes de ouais, ces grandes valeurs qui nous définissaient, parce que pour nous, c'était ultra important qu'on soit très alignés, mais aussi qu'on voilà, qu'on porte quelque chose de nouveau. Mais pour le reste, on n'a pas réellement, tu vois, sollicité des partenaires ou des clients là-dessus. Ok, mais du coup, tu as quand même cet aspect benchmark, comparatif Ouais, bien sûr. concurrentiel, comment tu vas te situer pour travailler ton positionnement en fait. Ouais, exactement. Ouais, tout à Sur la fait. concurrence. Ouais. Puis après, tu as dit, les commerciaux, ils ont quand même pas mal d'insight aussi, hein, donc tu as quand même cette vision-là de ce que les clients apprécient chez vous, quoi. Oui, oui, ça par contre, on avait tous ces éléments-là qu'on avait pu récupérer. On avait même des éléments de langage qui étaient utilisés. Mais comme je te dis, comme il y avait même la façon dont la plateforme était présentée, les terminologies étaient aussi à rechallenger. Donc on avait pas mal de travail à faire pour la présenter autrement. Et donc c'est pour ça qu'on a dû redéfinir pas mal de choses en fait. Ouais, presque une nouvelle entreprise au final, quoi. Ouais, un peu. Ok, pardon. Du coup, je t'ai coupé. Tu disais nos plateformes de marque, et c'est là qu'après le collectif de freelance est intervenu. Oui, c'est ça. Donc une fois qu'on avait notre plateforme de marque, on a pu faire intervenir un brand designer. Là, on a tout rechallengé, logo, couleur, typographie, iconographie. On l'a briefé sur ben, voilà, le positionnement, nos enjeux, tout ce qu'on avait identifié et posé sur la plateforme. Et il nous a aidé du coup à bâtir le nouvel univers de marque. Nous, un enjeu fort que j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est qu'on voulait que notre charte graphique, elle soit facile à prendre en main par nos équipes. Parce qu'on sortait d'une charte qui était à l'époque ultra colorée, qui était pas simple à manipuler du tout, et franchement, les présentations, elles partaient parfois un peu dans tous les sens. Donc on avait cet enjeu-là derrière, et c'est quelque chose qu'on lui a, enfin voilà, sur lequel on l'a aussi sensibilisé. Donc on a affiné les propositions créatives, et ensuite on a soumis les versions finales aux membres de l'équipe, enfin à plusieurs membres de l'équipe. À la fois, il nous restait deux, trois versions de logo et puis des palettes de couleurs, parce qu'on voulait avoir le retour. En fait, par rapport à justement toutes ces valeurs, tout ce positionnement, la nouvelle posture qu'on voulait incarner, qu'est-ce qu'ils pensaient de cette proposition-là. Et c'était super intéressant parce que nous, on avait un peu la tête dans le guidon avec Frédéric, et ça permettait d'ouvrir un peu la vision et de challenger les propositions qu'on avait eues. Donc voilà, donc en fait, en un mois, concrètement, on avait notre nouvelle identité, notre nouveau logo, nos nouvelles couleurs. Et donc la troisième étape, bah, ça a été de la décliner sur l'ensemble de nos supports. Ça, on a choisi de le faire en interne. Du coup, on a le designer qui nous a aidés sur les éléments assez structurants, comme les Google Slides, enfin, tu vois, nous faire un template, des petits outils pratiques comme ça. Mais par contre, pour le reste, on a décidé vraiment d'internaliser toute la déclinaison. Et en fait, c'est un gros boulot parce que c'est une accumulation de petites tâches à faire qu'en font à la fin un gros projet, parce que bah, ça passe par changer tes signatures email, actualiser tous tes contenus, tous les designs de tes contenus, e-book à client, tes CGV, tes supports de présentation utilisés régulièrement, tes landing pages tant qu'à Kemono, tes courriers administratifs, enfin bref, tu as énormément de choses. Et ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on ait internalisé ça, on a pu avancer en parallèle sur la refonte du site internet avec du coup là un web designer et un intégrateur. Ok. Et, pardon, vas-y.
Non, et j'allais dire que c'était vraiment la dernière étape parce que le site internet, l'objectif c'était vraiment qu'il reflète toute notre nouveau positionnement, notre nouvelle identité et intégrer tous nos messages. Et là aussi, on a un peu mixé. On a travaillé sur l'arborescence en interne et sur la rédaction des pages. Et le brand designer, le web designer, il a pu bosser à partir de ça sur les wireframes, les maquettes et nous faire des suggestions. Mais en fait, ce qui est intéressant par rapport à ce projet, c'est quand on a lancé le projet de rebranding, derrière, chez nous, ça a généré pas mal de choses parce qu'on s'est reposé aussi sur la structuration de notre offre produit, notre packaging. Et du coup, quand on s'est retrouvé à rédiger nos nouvelles pages, on a repensé énormément de choses. Donc, ça nous a pris du temps, mais c'est parce qu'on a intégré plein de nouveaux éléments et on a voulu vraiment apporter de la clarté, de la simplification dans ce qui avant était très, très complexe, quoi, finalement. Ok. Et j'allais dire, du coup, c'est parce que dans l'étape par étape, là, sur la dernière partie, c'était la partie un petit peu déploiement. Il y a ce que tu vas faire en termes de marketing. Déjà, c'est quoi un petit peu la durée du déploiement? Parce qu'au final, le site internet, c'est on-off. Je ne te Oui. dis, t'appuies sur le bouton et puis le site a changé. Mais effectivement, il y a tout ce qui est caché, enfin caché ou pas, qui servira peut-être dans le futur, mais les cartes de visite, tu l'as dit, Kakemono, courrier d'entreprise, présentation commerciale, tous les supports de présentation. C'est quoi un petit peu la durée, le laps de temps sur lequel vous avez travaillé ça? Comment est-ce que ça a été déployé? Du coup, ce déploiement externe, au final, tout a été fait en Alors, parallèle et vous avez changé tout du jour au lendemain, du coup, une fois que vous avez été prêt, ou alors vous avez introduit petit à petit. C'est simple. Alors en fait, on a fait ça pour ce qui est de l'interne, on a fait ça petit à petit. Déjà, j'avais fait une présentation en amont pour expliquer un petit peu tout le projet, pourquoi on initiait une refonte de l'image de marque, de l'identité. Et dès qu'on a eu du coup notre nouveau logo et notre nouvelle couleur, on les a rapidement présentés. Après ce mois de travail dessus, on a présenté tout ça et puis on a expliqué que bientôt il y aurait un nouveau site internet et de nouvelles présentations. Et par contre, pour ce qui est de l'externe, on a vraiment attendu qu'il y ait notre site internet qui soit prêt pour déployer tous nos nouveaux supports. Parce que là, on voulait que tous les assets qu'on allait utiliser soient liés à notre nouvelle charte graphique pour pas créer de la confusion et qu'on se demande, mais en fait, si c'était la même entreprise, enfin, que ça soit pas perturbant pour nos partenaires et pour nos clients. Ok. Ouais, donc c'est ce que tu dis, c'est au final vous avez un petit peu tout préparé pendant que vous travaillez sur le site internet pour que le jour où effectivement ça devienne public, tout soit cohérent, quoi. Ouais, c'est ça. Même si, dans les faits, tu as toujours des petites pépites que tu retrouves, quelques semaines après, où tu te dis: «Ah bah, ça s'est passé, entre les mailles du filet» et donc du coup, tu viens vite, corriger le tir. Mais oui, oui, on a voulu, vraiment en amont, présenter tout ça à l'équipe pour qu'ils puissent aussi s'approprier, tous aussi les nouveaux messages, puisqu'on retravaillait sur les messages, sur le pitch, du coup sur, le positionnement, sur les logos sur le logo et du coup, on voulait leur présenter en amont parce que ça permettait, de leur montrer aussi ce qui se faisait, et qu'ils soient à l'aise le jour où on passerait comme tu dis et on leur brancherait le site internet. Ouais, c'est clair. Bon, très cool. Et tu l'as dit au final il y a toujours un sujet quand on fait ce genre de changement-là sur l'appropriation par les équipes, en dehors de l'équipe marketing, j'entends, qui peut-être en perçoivent un peu plus facilement. Donc toi, tu l'as dit, en fait, tu les as pas forcément alors, impliqués dans le travail sur les valeurs, mais du coup, tu leur as présenté le sujet au début, tu leur as présenté ensuite la nouvelle charte graphique, enfin les nouveaux éléments qui incarnent un petit peu ce changement-là au final. Et après, du coup, vous les avez formés sur les nouveaux supports, tu les as prévenus. Enfin, comment ça s'est passé du coup au final cette partie-là, quoi? Comme je t'ai dit, donc on a fait, dès la genèse du projet, on leur a fait, la présentation du pourquoi, du comment et c'est marrant parce qu'on a eu des questions sur: «Mais qu'est-ce que ça va changer, si on change les couleurs de l'entreprise?» Donc c'était important parce qu'au moins on a pu vraiment expliquer toute la démarche qu'il y avait derrière et la stratégie. Donc on a fait l'atelier sur les valeurs et au-delà de ça, on a vraiment soumis des propositions de logos, la palette de couleurs, enfin pour impliquer aussi, différents membres de l'équipe et que ce soit un projet qui sorte, du bureau, marketing com et qui soit vraiment un projet, d'entreprise. Pour faciliter le déploiement, on a mis des outils pratiques en place. Je parlais tout à l'heure des templates Google Docs, Google Slides, mais tout ça, c'était pour faciliter la prise en main par les équipes avec, tu vois, un accès dans le Drive avec les icônes, des règles d'utilisation ultra simples.
L'idée, c'est que qu'on puisse leur présenter tout ça. Et nous, on était à dispo côté marketing pour les accompagner sur la création de leur première présentation, pour qu'ils sachent quelle couleur utiliser. Mais comme on avait pris en compte toutes les difficultés qu'ils avaient en amont dans le maniement de cette l'ancienne charte graphique, ce qui était chouette, c'est qu'on a une super adhésion aussi de leur côté parce qu'il y avait des besoins, quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, on a parlé un petit peu de budget au début, donc du coup, on va faire le pendant. Je vais te parler de KPI maintenant derrière. Euh, on dit toujours effectivement que c'est difficile de mesurer l'impact des sujets de branding. Euh, le rebranding, c'est effectivement en plus un sujet un peu majeur. Ça se voit, on va dire, visuellement. Mais est-ce que tu as perçu, toi, l'impact derrière par rapport, tu disais peut-être la qualité déjà des demandes que vous receviez par le site internet. Il y a des choses certainement que tu as mesurées, peut-être des choses que tu as perçues d'un côté qualitatif et que tu n'es pas capable de mesurer. Mais est-ce que vous avez des choses aussi que tu as pu suivre vraiment mesurables, quoi, sur l'impact de ce rebranding? Alors, en effet, tu as beaucoup d'éléments liés à la perception. Parce que déjà, ce qu'on a ressenti tout de suite, c'est qu'il y avait beaucoup plus de fierté dans la marque. Elle était plus sympa à montrer. On a eu un très bon accueil de nos équipes, de nos clients. Les messages étaient plus clairs et impactants, donc on avait encore de l'affinage à faire sur le pitch pour avoir vraiment les bons mots, mais déjà les premiers retours étaient ultra positifs, donc ça c'était super pour nous. Et dans le dernier élément qui était important, c'est qu'en fait, côté marketing, on avait une super base de travail pour maintenant parler de la marque, développer l'autorité du site internet et accélérer notre stratégie d'inbound. Et en effet, au niveau des éléments plus quantifiables, c'est sûr que comme on a pu accélérer l'inbound, on a vu notre trafic aussi grandir, mais on était déjà sur une trend positive. Mais l'élément vraiment marquant, ça a été les hors-cibles. Ce qu'on appelle les hors-cibles, c'est tous les leads qui nous font des demandes qui sont pas du tout dans notre cible client. Et en fait, là, on a diminué le volume de demandes de contacts hors cible qu'on pouvait enregistrer. Et là, on s'est dit, OK, c'est bon, les gens ont compris ce qu'on faisait et notre message est plus clair. Et ça, c'était un super retour parce que c'est vrai que quand tu as des demandes hors cible, quand tu as des demandes de démo ou des demandes de contact, derrière, tu as des équipes qui prennent du temps pour les traiter. Et quand ça concerne pas directement ton activité, tu te retrouves à mobiliser tu vois, à avoir de l'énergie qui va pas directement dans ton cœur d'activité, quoi. C'est clair. Du coup, tu as amélioré, au final, ce que tu dis, c'est que tu as amélioré la qualité des leads que tu générais, la qualité des demandes entrantes. Donc, au final, un petit peu tes taux de conversion. Et ça, clairement, c'est attribué au message, quoi. C'est les Ouais, messages qui sont plus clairs, la façon dont vous vous exprimiez sur votre proposition de valeur. Du coup, c'est mieux compris. Donc, forcément, les demandes, elles sont mieux ciblées. oui, tout à fait. Ok, très cool. Bah écoute, merci pour ce partage d'expérience. C'était super clair. Du coup, c'est vrai que sur les podcasts, enfin, on parle toujours de bonnes pratiques, donc c'est le côté sympa. Le marketing, c'est pas que ça. Euh, et j'aime bien finir sur montrer un petit peu justement l'envers du décor. Mais c'est quoi un petit peu tes plus gros challenges du moment? Alors, on en a plusieurs, j'en ai plusieurs. Déjà, on a un premier sujet sur notre marché, c'est un sujet de visibilité. On est dans un environnement qui est très compétitif. Donc, nous, on peut pas courir après tous les salons, après tous les événements. Donc, il faut vraiment qu'on fasse preuve d'ingéniosité. Euh, donc, qu'on travaille sur des stratégies qui nous permettent de nous faire identifier par les réseaux d'enseignes qui sont en plus, notre cible, c'est des marketeurs et les marketeurs et communicants sont des cibles très sollicitées. Donc, c'est vrai que là-dessus, on a une super équipe en interne qui bosse beaucoup, qui est hyper créative et qui a plein d'idées pour travailler sur des contenus notamment qui vont apporter de la valeur et qui vont nous permettre de sortir un petit peu du lot. Euh, Ça va de pair avec le premier sujet, mais on doit travailler beaucoup sur notre prise de parole. On a commencé à mettre sur pied une stratégie d'employé advocacy. C'est chouette parce qu'on a de plus en plus de prise de parole de la part des collaborateurs. Mais voilà, faut qu'on continue, faut qu'on arrive à. En fait, ça va aussi avec ta noto, tu vois, c'est de parler de ce qu'on fait, qu'on soit aussi fier de tout ce qu'on a réussi à accomplir. Euh, et puis au-delà de ça, on a pas mal de sujets à venir et d'évolutions à venir sur notre offre et notre plateforme. Et du coup, côté marketing et com, on doit préparer les lancements pour l'année prochaine. Donc,
C'est assez challengeant, mais c'est plutôt sympa. Ah ouais, lancement d'offres, ouais, des sujets sympas aussi. C'est du boulot, mais c'est des sujets sympas à lancer, quoi. Ouais. Très cool. Bah écoute, merci pour tout ça, Charline. Si pour conclure, tu devais retenir un conseil ou un élément en tout cas de ce qu'on s'est dit pour un marketeur qui va justement lancer ce genre de projet de rebranding, c'est quoi que tu mettrais en avant? Je dirais déjà qu'il faut, bien travailler ses fondamentaux en interne. Il faut être clair, sur cette marque, ce projet, pourquoi on le fait, le cadre dans lequel on le fait. Dans la mesure du possible, si on peut se faire accompagner, s'entourer d'experts, aujourd'hui, il y a plein de modèles différents qui peuvent être proposés. Tu peux te faire accompagner par une agence ou par des freelances ou par un collectif. Et c'est super intéressant parce que ça permet de faire de professionnaliser pardon, cette approche-là. Il faut pas négliger le travail à faire en interne, que ce soit le travail de sensibilisation des équipes, de présentation, d'échange, et puis tout le boulot de réflexion que tu as. Donc voilà, et puis le dernier point pour moi, c'est d'en faire un projet d'entreprise et pas un projet juste marketing. Il faut mobiliser pleinement la direction et mobiliser pleinement les équipes parce que il faut comprendre leurs attentes et faciliter l'appropriation en fait du projet. Refondre une marque, c'est ultra structurant pour une entreprise et il faut pas que ce soit juste un petit, comme tu disais tout à l'heure, mais juste un coup de pinceau ou une petite crise de tiens, je veux changer un logo, mais qu'on comprenne vraiment le sens qu'il y a derrière cette démarche. Ok, très cool, ouais, effectivement, ne pas négliger l'impact que ça va avoir en interne, effectivement, Ouais, c'est pas un projet juste marketing, quoi. ouais, exactement. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Charline. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver sur LinkedIn. Oui, tout à fait. Très cool. Et ben écoute, encore une fois, merci pour tout. Et puis ben maintenant, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi, Axel. Bonne journée. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.